Mais bon, on a la chance d'accueillir Morgane de Crane Venture, qui investit chez Crane Venture et qui nous vient tout droit de Londres. Ouais, tout droit de Londres. Je passe quand même pas mal de temps à Paris. Donc là, j'ai l'impression que je suis un peu, tu vois, schizo. J'ai toujours l'impression que quand je suis à Londres, je suis une Parisienne. Quand je suis à Paris, je suis une Londonienne. Mais là, je repars pour Londres dans peu de temps. Dans le temps, ouais. Bon, écoute, on est content de t'avoir. Il y a on connaît mal le marché anglais. Enfin, en tout cas, moi, je le connais mal. Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui le connaissent mal. Ouais. Et donc, tu vas nous éclairer sur ces 30 à 45 prochaines minutes. J'ai essayé, ouais. En me préparant pour ce podcast, il faut que je me prépare. Moi, je suis pas Mathieu Stéphanie, petit clin d'œil. Enfin, Mathieu se prépare, mais j'ai essayé ça fait 2 ans qu'on se connaît, 2-3 ans qu'on se connaît. J'ai essayé de regarder un petit peu ton parcours et il y a quelque chose de rafraîchissant chez toi, c'est qu'en fait, tu as travaillé dans une start-up, mais pas en tant que produit, en tant que sales vente. Et je trouve que ça, aujourd'hui, on voit beaucoup d'investisseurs qui étaient banquiers. Bon, tu l'as été. Mais on a beaucoup d'investisseurs qui ont travaillé dans une start-up en tant que produit. Et ça, je serais... Toi, en fait, première question, c'est comment tu es passé de la banque à la vente dans une start-up. Ouais. Mais ça, tu sais, c'est une question qui me revient toujours. Tu sais qu'on me contacte souvent pour me poser la question et pour que je coach des personnes pour échapper au milieu de la banque et passer en start-up. Donc, c'est assez rigolo. Écoute, déjà, j'ai commencé en banque. Après, je vais pas te faire tout le truc, mais après une école de commerce, t'as besoin de rembourser ton prêt. Donc je me suis dit, allez, on file en banque, en leverage finance, ça va pas être le. Donc c'était pas le métier d'amour, Écoute, c'était pas le métier des rêves. Ce n'était pas le métier des rêves, non, ce n'était pas ça. Donc j'ai commencé à Paris en banque d'investissement, dans une banque française. Bien évidemment, t'apprends une tonne, mais honnêtement, au bout de 6 mois, banque française, Paris, équipe franco-française, on bossait sur des dossiers français. Je leur ai littéralement dit, vous me sortez de là si vous pouvez. C'est trop français pour moi, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de choses nouvelles. Et j'avais vraiment Londres en tête. J'avais déjà fait un stage en 2010 à Londres. Je connaissais un petit peu et j'avais vu que c'était pas si loin de la France, mais c'est 2 mondes qui sont complètement différents. Qu'est-ce qui t'attirait au-delà de, évidemment, Londres, J'avais l'impression qu'il se passait plus de choses, déjà, niveau business. En tech ? Ouais. Alors à l'époque, en leverage finance, moi j'étais pas en tech. Tu sais, en leverage finance, t'investis dans des boîtes qui sont ultra matures. Le gros truc, c'est qu'il faut qu'elles génèrent du cash de façon stable d'année en année. Donc c'est des boîtes qui sont très matures, qui sont pas excitantes, qui sont dans des industries qui sont qui peuvent être des industries même pas lourdes, quoi. Mais tu vois, on faisait des trucs biotech, mais pas biotech sexy et shiny, tu vois. Et donc, vraiment. t'as changé de poste, t'es parti de Paris à Londres. Ouais, le même tout poste, en restant dans la banque. Tout en restant dans la banque. Et je me suis dit, ok, je vais découvrir vraiment ce. Mais ça, il n'y a pas une compétition de fou, j'ai l'impression qu'il y avait des. Écoute, ils ont été géniaux, ils m'ont ouvert le poste à Londres pour me bouger dans cette équipe de Londres. C'est-à-dire qu'ils t'aimaient vraiment. Ils m'aimaient bien, on va dire, et je les aimais bien. Et toi, la vente, c'est naturel chez toi ? Là, à l'époque, moi, en leverage finance, la vente, c'était simplement mon père qui avait une boutique de prêt-à-porter, et donc, du coup, j'allais faire une bonne partie de mes vacances là-bas, tu vois. Mais c'était. À vendre. À vendre. Donc toi, tes vacances, c'était... J'exagère un peu, parce que moi, j'adore les vacances. Papa. Mais voilà, il y avait un peu de ça. Mais quand j'ai bougé en leverage finance à Londres, je me suis jamais dit, après, je vais partir en vente dans une start-up. Je passais mon temps en leverage finance sur des grosses DD comme ça de 500 pages à faire des modèles. Tu parles à personne. DD, c'est due diligence. Due diligence, ouais. On en fait en VC aussi, mais un petit peu plus. Ouais, plus à notre light. niveau en seed, c'est un peu plus. C'est plus de l'humain. Ouais, c'est plus de l'humain. Donc tu pars en Angleterre, ça c'est quelle année ? Ça c'est 2014. D'accord. Ça va faire 11 ans que je suis à Londres, donc c'est 2014. J'arrive dans cette banque en Angleterre, je me dis génial, je vais découvrir vraiment ce que c'est que l'écosystème anglais. J'arrive, il y a que des Français. 80%. Bon, ça c'est normal quand tu travailles pour une banque française là-bas. Petite déception, mais ouais, c'est normal. Je reste 4 ans. Honnêtement, c'est super. J'apprends plein de choses. J'apprends à créer des modèles. J'apprends à investir dans ces boîtes qui sont du coup très matures. Je crée des liens un petit peu avec des fonds de private equity. Parce que leverage finance, attends, ça c'est une bonne... Tu es dans une banque, en leverage finance, c'est t'investis l'argent de la banque dans des... C'est de la dette. C'est de la dette. Sexy du tout. C'est de la dette. Ouais, on n'est pas du tout du côté equity et en fait, tu t'associes avec des fonds de private equity pour gagner des deals. Et toi, tu vas pas apporter tu vas apporter la dette. D'accord, donc tu as quand même une analyse.
la dette est remboursée par le cash que génère la boîte. Ouais. Mais donc, quand même, en fait, tu fais un peu le même travail que les fonds de private equity, enfin, sûrement un peu moins poussé, mais tu vas faire une analyse de la société à laquelle tu vas prêter. Sûr. Bon, sur des critères un peu différents, puisque toi, tu factures des taux quand même fixes ou pas fixes, mais d'accord. Ouais. Donc, et tu structures la dette. Là, je pourrais pas t'en dire plus parce qu'honnêtement, j'ai tout oublié, mais tu structures la dette et l'opération. Et tu as fait ça sur quel type de société ? Je faisais ça sur des sociétés de e-commerce, sur des sociétés d'accord, donc déjà un peu biotech, très généraliste. Ah oui, biotech, ouais. Très généraliste, honnêtement. Des sociétés qui fabriquent du mobilier en plastique. On est loin de la tech. On est très, très loin de la tech. Et en parallèle, j'étais sur TechCrunch, tu vois. Et c'est ce que tu lis tous les jours. C'est ce que c'était déjà ce que j'aimais bien, ce que je lisais. Je me disais, mais je voyais toutes ces startups qui levaient de l'argent, qui étaient beaucoup plus shiny, qui prenaient des risques, et je me disais, mais qu'est-ce que je fais là finalement ? Moi, j'ai envie d'apprendre. Déjà, je ne sais même pas ce que c'est qu'une startup. J'ai investi dans ces boîtes qui sont hyper matures, hyper grosses, qui se sont étendues à plusieurs pays, etc. Qu'est-ce que c'est de construire une boîte ? Je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Est-ce que j'ai envie d'être fondatrice ? Pour le moment, je pense pas. Je pense pas avoir les épaules. Tu voulais pas être comme ton père. Tu voulais pas. Voilà. Ben non. Je crois que j'ai vu à quel point c'était difficile aussi de. Tes parents ils travaillaient ensemble ? Non, mais ça c'est un autre sujet. On peut faire un autre podcast sur les couples qui bossent ensemble ou qui décident. C'est une bonne statistique. Moi, je pense que les couples qui travaillent ensemble, en général, ont de meilleurs retours que les fondeurs 2 ou 3. Non, c'est pas la stat que t'as. Écoute, c'est un peu compliqué parfois. Mais bon, anyway, tu veux. Donc du coup. Je me suis dit, moi j'ai envie de me lancer, j'ai envie de savoir ce que c'est que de faire des erreurs, de construire une start-up sans être fondatrice. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux apporter ? Et aussi, où est la valeur dans la création d'une start-up ? Je me suis dit, c'est sales. En fait, c'est sales. Si j'y réfléchis 2 secondes, une start-up... Ça dépend à quel niveau. J'ai pas les compétences techniques pour être autre chose. Et la vraie réponse, c'est qu'est-ce que je peux faire dans une start-up qui va apporter de la valeur à la start-up ? À l'époque, j'avais aucune idée de ce que c'était que d'être sales. Et honnêtement, je pensais que le fait d'être sympa et une people person, comme disent les Anglais, ça allait suffire. Et c'est ce qu'on m'a dit quand j'ai quitté la banque, d'ailleurs. C'est la moitié du travail, non ? C'est plus difficile que ça. J'ai pris une énorme claque. Donc, du coup, j'ai postulé à quelques boîtes. J'ai eu un énorme coup de cœur sur cette boîte que j'ai rejoint qui s'appelle Tessian, à l'époque, qui ne s'appelait pas du tout Tessian. Ouais, il s'appelle Security First ? Non, Check First. Ouais, Check Recipient. Check Recipient. Ah ouais. Parce que, vas-y, explique-nous en 30 secondes qu'est-ce qu'ils faisaient. 30 secondes. Quand je les ai rejoints, on était 10 employés, donc c'était vraiment une petite boîte. Et on checkait les destinataires des emails pour éviter aux utilisateurs d'envoyer l'email à la mauvaise personne. Donc, je veux envoyer un mail à gus@ovni.cap et je l'envoie à gus@baincapital.com. Tu vois ? Et ça, c'est pas intégré déjà dans Gmail ? Ça, c'est pas intégré. Il n'y a pas de service dans Gmail. Ouais, c'est vrai que tu te retrouves... Le monde a changé. Hein. Alors, c'était en 2017. Le monde a changé maintenant. Nous, on était les premiers à intégrer de l'AI dans les solutions de sécurité des emails. Tu avais des solutions qui étaient très classiques, qui étaient basées sur des règles de if, then. Et nous, on était les premiers à développer un outil de NLP, donc de langage naturel, pour faire ça. Et ça, c'est quelle année ? Cette boîte, c'était en 2017. Donc c'est 3 ans après ton arrivée à Londres. Donc 3 ans, ouais, et 4 ans après, j'ai démarré la banque. Je postule, il se trouve que j'ai l'entretien. Et là, je rencontre le CEO qui recrutait ses premiers sales. Il était en train de transitionner de founder-led sales à sales-led growth. Founder-led sales, c'est les premières étapes quand en fait les fonds attendent du fondateur de faire la vente. Et donc là, il est arrivé donc il avait levé sa série A. Il n'avait pas levé sa série A. Donc c'était en amont d'une série A. Ah, il avait rien levé. Il était en train de closer son seed et d'ailleurs je pense que mon premier salaire est tombé avec l'argent du seed. Parce qu'il faisait quoi comme chiffre d'affaires quand t'es arrivé ? Honnêtement quasiment rien, peut-être. Il était déjà 200, en mode 300. Et c'est très étonnant, c'est marrant parce que le conseil du coup que je donne aujourd'hui à tous nos fondateurs, c'est essayer de pousser jusqu'au million. Ouais, bien sûr. Pas du tout ce qu'il a fait. En général, tu vois un entrepreneur qui arrive qui dit bon, je fais 10 000 de chiffre d'affaires mensuel. Je suis déjà en train de recruter Morgan Zerat, directeur sales. Tu dis non, mais gros red flag. Gros red flag. Et ben il l'a fait. Il l'a fait et pourtant ça a marché. Et ça a marché. Il y avait peut-être beaucoup de chance et c'est vraiment pas ce qu'on conseille à nos fondateurs, c'est vrai. Bon, ensuite c'est 2017. Donc 2017, je rentre chez Tessian pour être cette sales chez Check Recipient.
Grosse claque, comme je te disais, moi je sais pas vendre, je sais pas ce que c'est qu'une petite boîte. Attends, mais tu sais pas vendre people person, tu arrives, tu vois, tu fais un call d'email. En fait, voilà, tu fais un call d'email, t'appelles. On te dit non. Tu appelles, on te dit non, check recipient, ça sert à rien. C'était pas un pain point à l'époque qui était très reconnu. C'était plutôt un pain point. Si tu vois, envoyer un mauvais email, ça peut t'arriver 1 fois sur 1000. Donc il fallait construire la peur, c'était l'éducation du marché, etc. Donc difficile, honnêtement difficile. Et malgré tout, on a décollé. Et moi, j'ai trouvé mon style en tant que sales. Mais donc comment on fait alors comment on fait? Alors ça, Ouais. c'est super intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de nos startups, Ouais. des tiennes, des miennes. Bon, tu vas nous dire, Crane, un peu comment vous accompagnez vos boîtes, mais qui ont un produit qui sont pas au bon moment. En fait, il y a le time to market n'est pas forcément le bon time to market. Ouais. Et donc, t'as beau avoir la meilleure people person en directeur des ventes, elle arrive pas à vendre son produit. Donc, qu'est-ce que t'as fait pour craquer ça? Alors, beaucoup d'éducation. Je pense qu'au final, on avait le bon time to market. Parce que dans le marché, il y avait quand même des solutions qui étaient assez pourries, on va le dire. Et la technologie nous permettait d'avoir des solutions qui étaient plus sophistiquées. Donc, c'était ce qu'on avait construit ce qu'ils avaient construit avec Tession, du coup, ce produit-là. Mais beaucoup d'éducation. Et en vrai, mais comment tu vends ça, en fait? À qui tu vends ça? On a rabâché la même chose pendant des mois et des mois. Et je me rappelle que notre tagline, je sais pas comment dire ça, c'était « We do it 200 times a day ». Et là, tu commences à dire « Ok, c'est quoi ?» En fait, t'envoies des emails. Et il suffit d'une fois pour que cet email-là parte, pour que ta data soit perdue et parte chez quelqu'un d'autre. Tu peux pas les rappeler, les emails. Franchement, c'est très difficile de rappeler. Je sais pas si t'as essayé. Non, c'est impossible, ça. Tu t'as les mains moites. Et ça, attends, même si aujourd'hui quelqu'un me proposait de me vendre Tession, et nous on est quand même encadré par des règles fortes réglementaires, je sais même pas si je prendrais le produit. Qu'est-ce qui a fait que toi tu es devenue une bonne directrice de vente? Comment? Vends-moi ce stylo. Vends-moi ce stylo. Alors, je pense que ce qui a été important pour nous, ça a été de loquer les bons design partners initialement. Et ce qu'on vendait, c'était le produit, bien évidemment. C'était la vision, encore plus que le produit initial. On a vendu le fait que nos premiers clients fassent partie de cette communauté. C'était qui les premiers clients? Les premiers clients, c'était des cabinets d'avocats, des fonds, des hedge funds. Et moi, du coup, vu que j'étais sur le secteur financier, des fonds de private equity et des fund administrators, parce que c'était le monde que je connaissais. Des gens qui peuvent se le permettre, qui ont les moyens et qui ont des vrais enjeux de réputation, de régulation. En fait, on s'est dit, tout le monde envoie des emails, oui, mais qui a l'argent, qui a les problèmes liés à la réputation et qui a surtout des clients qui ont besoin de faire attention à leur data. Donc en fait, souvent le driver pour adopter cette solution, c'était en fait les clients. C'était une façon de se différencier, par exemple pour une banque ou pour un hedge fund, une façon de se différencier quand tu peux pas forcément te différencier avec ton business. C'était se différencier via la sécurité de la data. Et donc tu disais, tu étais chez les fintech et en fait, t'as vendu en France? Alors non, mais j'ai jamais réussi à craquer le marché français. Tu penses bien que j'ai essayé? J'ai fait plusieurs voyages en France pour essayer de vendre en France à des cabinets d'avocats, parce que je me suis dit, il y a quand même un bon marché. Je n'ai jamais réussi. Et c'est là où je me suis rendu compte que vendre au UK, vendre aux US, vendre en France, mais c'est pas du tout la même chose. Ouais. Tu passes 4 ans là-bas. Ouais. La boîte, elle monte à 200 employés. Ouais. Vous levez avec des super fonds. Ouais. Donc Crane, mais on va y arriver. Ouais. Tu lèves, c'est quoi les fonds? Il y a que des beaux, il y a Sequoia. Ouais, on a levé avec Sequoia, on a levé avec Accel, Local Globe, Boulderton, vraiment des super fonds. Non. Tu n'en connais aucun. Et Crane. Et en fait, qu'est-ce qui fait que toi, au bout de, t'es quand même employé numéro 10. Ouais. Au bout de 200 employés, 4 ans, en fait, j'imagine que tu as vu une espèce de fin de cycle. Ouais. Et tu t'es dit, je veux partir. Ouais. Alors, en fait, c'était la même boîte, mais j'ai l'impression, quand tu bosses si tôt dans la vie d'une boîte, j'ai eu l'impression de bosser pour peut-être 5 boîtes différentes. Et en fait, et le CEO m'a dit d'ailleurs, quand je suis partie, qu'il a une cloque pour chaque employé très très tôt, qui a rejoint la boîte très très tôt. Il sait que ses employés vont partir au bout de quelques années, puisque, en fait, tu mets tellement de ton cœur à construire une boîte avec les fondateurs, à faire ses erreurs, à faire toutes ces choses positives, etc. Tu mets tellement de ta personne que quand la boîte, finalement, elle scale, elle va aux US, elle change ses valeurs, elle recrute des gens, tu te retrouves plus vraiment dans ce genre de personnes, tu connais plus le prénom de tout le monde, tu te dis, en fait,
Je ne peux pas m'y projeter, je ne veux pas donner le meilleur de moi-même. Et en fait, au moment où on était 200 employés, comme tu as dit, on avait élevé notre série C. Et toi, tu étais devenu directeur of sales? Ouais, pour l'Europe. Pour l'Europe. Je donc ça veut dire que t'étais européenne. T'étais considéré C-level. Alors, j'étais pas considérée C-level. Non, j'étais pas considérée C-level parce que, en fait, et c'est ça aussi, on a bougé aux US. Donc, en fait, si tu veux. Et donc, tout ensuite, moi, c'était hors de question. le centre de la boîte est parti aux US. Ah, ça arrive souvent. À part la R&D. Qui est restée aux US. J'ai une question pour toi, et c'est peut-être un peu. C'est direct, hein. Moi, j'avais monté une boîte. Et j'ai monté une boîte de réparation de téléphone qui en 2 ans a explosé. Ouais. J'avais la conviction, et je pense maintenant c'est une erreur, tu vas voir, ma question, que les gens que je recrutais, je pouvais les faire grandir avec moi. Ouais. Et en fait, j'ai vite réalisé que non, il y a des gens que tu recrutes au début, et en fait, qu'à un certain niveau, mais il y a un moment, ça a beau être les plus intelligents du monde, il y a des gens qui sont plus à même à faire la prochaine étape. Parce qu'ils n'ont pas suffisamment... Parce que les gens que tu as recrutés au début coûtaient un peu moins cher. Et il y a un moment, l'expérience joue. Enfin, même au niveau du CEO d'une startup, c'est pas tout le temps le fondateur CEO qui est le fondateur CEO au moment où la boîte est vendue. Ouais. Est-ce que toi, tu penses qu'en fait, tu es arrivé à un cap, même professionnel, personnel, où en fait, le fondateur... Parce que s'il t'aurait vraiment voulu, il t'aurait incentivé un peu plus financièrement. Ouais. Bah alors, ils ont essayé, mais honnêtement, moi, je pense que personnellement, j'avais perdu la flamme. Moi, je préfère construire que scaler. D'accord. Et donc c'est la conversation que j'ai eue avec le CEO, justement, et avec Crane, du coup, mais ça a été tout mon cheminement. Je préfère largement build versus scale. Et quand j'ai quitté Tessian, tout était à propos de scale. On construisait plus, on tournait des process, etc. Et honnêtement, oui, je pense que d'ailleurs, ils peuvent trouver des meilleures personnes pour le faire et qui ont d'ailleurs plus d'expérience. C'était devenu un rôle de manager et ensuite, bon, financièrement, ça devait être intéressant, mais le tout fait que toi, tu t'es dit, je veux une nouvelle aventure qui est plus qui te ressemble plus, quoi. Ouais, ça me manquait ce côté un peu 0 to 1 où tu célèbres tout, où chaque personne est tellement importante qu'elle laisse vraiment une marque sur l'ADN de la boîte. Vraiment la phase d'itération rapide et un peu la phase chaotique. Alors, chaque phase de construction d'une boîte et même de scaling, c'est super chaotique. Mais ce qui me manquait, c'était l'itération très rapide. Comme je te disais, éduquer un marché, etc. Et aider les fondateurs dans cette démarche-là du 0 to 1. Alors, je veux pas forcément dire 0 to 1 million ARR. Plus 0 to 1 en mode, on part de 0 et on arrive au premier milestone, quoi. Quel qu'il soit. Et donc, comment tu fais ton cheminement en disant, pourquoi tu vas pas remonter une boîte? Ouais, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, il y avait 2 options. Je me suis dit, pourquoi pas rejoindre une boîte, du coup, initialement pas en tant que AI ou BD, mais directement en leadership, en sales, très jeune. Donc ok. C'est une option. Maintenant, j'ai plus de 4 ans d'expérience en sales. Je pense que c'est une bonne option. Et en fait, VC, je l'avais dans ma tête. Tu sais quoi, je pensais que j'allais le faire beaucoup plus tard dans ma carrière. Tu sais, t'arrives, t'es partenaire direct, tu vois. Je me suis dit, VC, c'est quelque chose quand je serai un petit peu plus vieille. Tu vois. Les avais découverts, en fait, du fait que... il y a eu tous ces investisseurs qui ont investi chez vous. Ouais. Et en fait, j'avais découvert le monde du VC. Et en fait, j'ai entendu dans une conversation que Crane recrutait. Crane était en train de lever son fonds 2. Crane étoffait un petit peu son équipe. Et je me suis dit, OK, c'est le fonds qui lève toujours la main. C'est le fonds qui nous a tellement aidés, qui nous a fait éviter des erreurs. Qui était le plus impliqué. Très impliqué. Ouais, sûrement parce qu'en fait, ils ont investi avec leur premier fonds. Ouais. First time team. Enfin, first time. Ça rappelle OVNI. Ouais, tu vois. Et automatiquement, voilà. C'était combien le premier fonds? C'était un fonds de 90 millions de pounds. 90 millions de pounds. Monté en 2015? Alors, je vais pas rentrer dans les détails, hein, mais il y a eu un petit fonds warehouse avant le premier fonds pour la petite histoire de Crane. Quand Scott et Krishna, nos 2 GP, ont un petit peu sondé le marché parce qu'ils voulaient faire un fonds enterprise, B2B SaaS, en Europe, on leur a fermé toutes les portes. C'est pas un truc, it's not a thing. It's a thing in the US. En Europe, prove us wrong. C'est plus dur. C'est plus dur. En 2015, c'était quand même il y a 10 ans maintenant. Ce monde-là, Enterprise B2B, c'est Israël et États-Unis. Ouais, voilà. Et en 2015, finalement, ça a été difficile pour eux. Donc, ils ont monté un petit véhicule
Petit, c'est combien? Prove them wrong. Je vais pas discloser tous les... Parce que c'est 10 millions, 15 millions. Ouais, c'était un petit fonds pour faire leurs premiers investissements avant de lever le fonds 1. Si tu veux. Donc, ils ont commencé à faire leurs premiers investissements qui ont bien performé. Et en fait, au fur et à mesure, le marché a aussi évolué. Et le fonds 1, il a été levé en 2018. Donc, ça a quand même mis 3 ans pour conclure les discussions. Mais et ils ont gardé la thèse Enterprise B2B 100%. Voilà. Ouais. Non, mais ensuite, il faut être à Londres pour faire ce genre de fonds. Ouais. Je pense que... Alors, tu vois, je me demande... C'est long. En fait, c'est Israël, États-Unis et Londres dans une certaine mesure. Et aujourd'hui, franchement, la France aussi. Mais à l'époque, déjà Londres, tu vois, c'était un petit peu sur le. Ouais, d'accord. C'était on the fence, tu vois. C'était pas une évidence. C'était pas une évidence. Et donc du coup. Donc ils ont imprimé leur marque comme ça. Ouais. T'as appris qu'ils recrutaient. Ouais. T'as levé la main. Ouais. Et toi, tu leur as dit, moi, je vous apporte quoi? Je vous apporte cette brique sales parce que beaucoup des. Non, en général, les VC, je sais que les VC, ils aiment bien investir dans des entrepreneurs qui savent vendre. Ouais. Il faut faire attention, il y a le bullshitter et celui qui ne sait pas vendre. Ouais. Et donc, toi, on pourrait se dire, bon, bah, nous, on va embaucher des gens qui savent vendre. À quoi bon embaucher Morgane, qui était directrice of sales? C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'en fait, il y a très peu de sales dans les fonds. Ouais. Qu'est-ce que tu leur as dit? Alors écoute, qu'est-ce que j'aurais dit? Déjà, Crane, alors c'est une bonne transition vers une mini intro de Crane. C'est un fonds qui est très technique. On n'investit que dans des founders techniques. Donc, plus de mal à définition, ils ont beaucoup de mal à vendre. Et nous, ce qu'on veut voir dans nos fondateurs et dans nos boîtes quand on investit, c'est une grosse couche tech, donc des capacités techniques. Et en fait, c'est des anciens CTO, c'est des anciens VP Engineering. C'est pas des Heads of Sales. Pas du tout. Donc Crane baigne dans un écosystème qui est très geek. Et qui savent pas, mais qui savent vendre? Qui ont la volonté d'apprendre à vendre. Donc c'est différent. Donc il y a un programme. Je sens le programme Crane. Voilà, c'est un peu ouais. Parce que est-ce qu'ils t'ont dit en fait Krishna et James? Krishna et Scott. Scott, pardon. Ouais. Krishna et Scott, donc ils avaient déjà commencé à investir dans des startups très tech. Bah en fait Tessian, c'est un bon exemple. Le fondateur était un gars très techos. Alors c'est marrant. Alors après, le CEO, c'est un peu une unicorn. Parce qu'en fait, donc déjà, les 3 fondateurs, ils venaient de banques d'investissement. D'où le fait qu'on a un peu cliqué. Ils ont fait un peu le même cheminement que moi. Et le CEO n'avait jamais vendu, mais il avait une appétence pour tout ce qui était vente et marketing. Même au jour d'aujourd'hui, il est très impliqué sur les sujets commerciaux. Il adore ça. Mais d'accord. Mais historiquement... Mais il n'avait jamais vendu. C'était pas un serial founder, c'était vraiment une équipe très jeune, il avait jamais vendu. Mais je pense que c'est une équipe un petit peu différente, dans le sens où c'était pas non plus un codeur qui restait dans sa chambre avec son casque et qui n'avait jamais parlé à des utilisateurs, si tu veux. Et dans notre portefeuille, il y a un peu... la plupart de notre portefeuille, c'est plutôt des développeurs. Ouais, d'accord. Des devs... Qui ont limite du mal à aller vers le monde extérieur et se dire, OK, mon produit... je vais essayer de le pousser à l'extérieur, tu vois, il y a ça parfois. Et il y a beaucoup de fonds qui vont dire, bon bah ok, les devs, enfin, l'équipe est top, techniquement géniale, etc. Mais on va investir si vous nous trouvez le 3e larron, qui a ce côté un peu plus commercial. Et vous dites, non, nous ça sert à rien d'avoir ce 3e larron. Le 3e larron, c'est Morgane, c'est Crane. Alors, pas tellement, parce que moi, on va jamais remplacer les fondateurs, c'est pas nos boîtes, c'est pas notre but. Par contre, on a besoin de voir qu'ils ont cette appétence pour vendre. Donc, notre mission, c'est de faire d'eux des founders techniques et commerciaux. Et vous faites ça comment? Mais c'est super. C'est pour ça que j'ai rejoint Crane. Mais honnêtement, c'est difficile. C'est pas scalable, dans le sens où c'est beaucoup de temps passé avec nos fondateurs. Et je peux t'en parler un petit peu plus, mais le plus beau sentiment, c'est quand tu investis dans un founder qui est très technique. Tu vois, moi, j'ai un exemple d'un founder qui m'a dit, mais moi, je crois pas aux sales. Je pense que si tu construis le meilleur produit, il va se vendre tout seul. Et moi, j'adore et en fait, en creusant un petit peu, je me suis rendu compte que ce founder a été très coachable, etc. Aujourd'hui, c'est une bête de vente. Non. Et il a même du mal à lâcher le founder-led sales. Donc, c'est ce cheminement-là qu'on cherche. J'imagine que tu as aussi, mais ça, c'est des déceptions quand tu vois l'entrepreneur qui juste têtu et et comment vous... Alors, c'est super intéressant. Nous, on est chez OVNI. Je pense que c'est aussi une des raisons pour on s'est retrouvés. On adore les profils techniques, mais qui savent déjà vendre. Ouais. Mais ça, il faut que tu me fasses plus d'intro à ces founders. Et tous nos founders, généralement, c'est des gens très techniques, mais qui ont cette petite envie de vendre. Mais on n'a pas le temps ni ton expérience pour les aider. Ouais.
Ensuite, on essaie de faire des intros auprès de gens qui sont plus en sales, qui vont peut-être les coacher eux. Qu'est-ce que vous faites de particulier, de différent? Parce que il y a quand même beaucoup de fonds en Angleterre. Il y a quand même beaucoup de fonds en Angleterre. Il y en a quoi, 3 fois plus qu'en France? Franchement, c'est ultra compétitif. Puis t'as aussi tous les fonds plus late stage qui ont shift left sur du pre-seed seed. Donc, et qui sont encore mieux armés, en fait, c'est ce que qui sont encore mieux armés, qui ont des plateformes énormes d'opérateurs, qui ont des réseaux énormes, qui sont aussi aux US, qui ont des venture partners un petit peu partout. Donc c'est un environnement assez féroce, le UK. Je pense que Crane, la façon dont ils ont, voilà, la façon d'avoir construit Crane, c'est un petit peu différent. On a un fonds qui est un peu under the radar. Moi, je connaissais pas Crane. Je sais pas si toi, avant de me connaître, tu connaissais Crane. Non. Tu vois, on est limite caché derrière nos founders. Alors, je te dirais que c'est voulu. Version officielle, c'est un petit peu subi dans le sens où on a une petite équipe et on dépense pas en PR, etc. Donc, et pour nous, être VC, c'est supporter les founders. Donc, ça nous va très bien d'être caché derrière nos founders et de les aider, de les pousser, de les challenger. Donc, c'est 50% voulu, 50% de... C'est difficile d'être toujours top of mind dans chaque géo. On couvre toute l'Europe, on couvre Israël. Enfin, tu vois, donc c'est voilà. Toi, tu couvres quoi? Moi, je couvre la France, le UK. Tout le monde couvre le UK. DAR, Israël. DAR, c'est l'Allemagne, Autriche et Suisse. Ouais, Suisse. Après, c'est surtout l'Allemagne, je te dis. DAR, c'est surtout l'Allemagne, ouais. On a pas mal d'investissement là-bas. Ouais, c'est compliqué. Et donc, toi, est-ce que dans vos dossiers, il y a une vraie conviction sur ça vous dérange pas d'être les seuls? Alors, on a vous aimez être les seuls. On aime bien les trucs un petit peu contrarian, investir dans des fondateurs qui se sont pris des portes, ou on aime bien. Alors parfois, et tu sais, c'est le métier, c'est de se tromper aussi, mais on aime bien voir quelque chose que les autres n'ont pas forcément vu. Alors parfois, on se plante total, et parfois, en fait, on a vu que ce fondateur, qui n'a jamais vendu, qui n'a même jamais construit une boîte, a tellement faim qu'en fait, ça va fonctionner. Et au final, tout est une question d'exécution. Et on aime bien voir ça. Mais après, il y a aussi beaucoup de coaching, mais il faut pas oublier que c'est pas nos boîtes. C'est pas nos boîtes dans le sens où on peut pas les remplacer. Ouais, tu me disais tout à l'heure, je vais être le founder, la fondatrice commerciale. Pas du tout. En fait, c'est tout un programme qu'on a mis en place pour les accompagner. Il y a même des cohortes de founders. C'est très peer-to-peer, learning avec Vous avez un vrai programme, genre... Franchement, ouais. Un peu, moi j'ai vu ça, on a investi avec Point9, où ils ont un programme à 30 jours, 90 jours... Alors nous, c'est pas aussi structuré. Ouais, nous, c'est pas aussi structuré. Bon, vous êtes un peu plus petit. Ouais, mais on a pas mal de one-to-one, on a pas mal de one-to-many, où on fait des cohortes de... Tu vois, on a lancé un programme qui s'appelle Crane Foundations. C'est 6 classes. Et en fonction de ta cohorte, donc à quel point tu es avancé dans tes connaissances commerciales, dans le développement de ta boîte, donc tu as différentes cohortes. Et ces 6 sujets, voilà, un peu fondamentaux. Et ensuite, tu appliques ça et nous, on est là pour tout le temps réitérer. Mais donc, c'est quoi? C'est des cours? C'est pas des cours dans le sens où on te dit pas quoi faire, c'est plus des workshops. Tu vois, par exemple. Et qui les anime? Crane. On a. Donc, c'est toi, par exemple, t'animes le 3e workshop qui est sur la vente en direct. Discovery. Comment découvrir le pain point de ton prospect. Et donc, si c'est une boîte dans laquelle t'as investi ou pas, c'est toi qui vas animer ce workshop? Ouais, je peux être impliquée. Ouais. Et t'as des slides? Ouais, des slides, mais tu sais, c'est très marrant d'ailleurs que tu me dises ça, parce que moi, la façon dont j'ai connu le portefeuille Crane initialement quand j'ai rejoint, c'est en aidant, en fait, j'ai été tirée dans toutes nos boîtes en portefeuille sur les sujets sales. Initialement, t'étais pas investisseuse? Initialement, j'étais investisseuse. Mais tu t'es retrouvée à faire beaucoup d'accompagnement, ce que j'adore. Et en fait, naturellement, t'as une conversation, puis t'en as une deuxième, parce que t'as un follow-up. Et au moment, j'ai dû dire à Scott et Krishna, ça fait beaucoup. Ouais, et donc, faut aussi que j'investisse. On a recruté un autre venture partner qui maintenant est fully, complètement focus sur ces sujets sales. Mais en fait, la spécificité de Crane, c'est que t'as un investisseur, t'as une deal team qui va investir dans une équipe. Et au final, honnêtement, tu bosses avec toute l'équipe Crane. Vous êtes combien chez Crane? Dans l'équipe d'investissement, on est 8. Donc, c'est pas si petit. Non, c'est grand. Si et on a des venture partners, donc tu vois, on a... Mais qui sont payés à temps plein? Qui sont à temps quasi plein, ouais. On est, je pense, le fonds de site peut-être avec la plus grosse plateforme en Europe. On a une vraie plateforme. Ce qui, normalement, ce que tu vois sur des fonds un peu plus late stage que précis. Ouais, bien sûr. Combien d'argent sous gestion? Du coup, on a ce premier fonds dont je t'ai parlé, le deuxième fonds qu'on a fini de déployer, qui était un fonds de 110 millions de pounds, et on lève le troisième fonds, close le troisième fonds en ce moment d'ailleurs.
en ce moment. D'accord. On a déjà fait nos premiers investissements. Avec ce fonds. On avait hâte, ouais. Donc sur ces 3 fonds, donc ça fait un budget où tu peux te permettre de recruter, vous êtes 15 au total? 8 plus 7? Ouais, je dirais à peu près un petit peu moins. Un peu moins. Ouais. Mais ça fait beaucoup, hein. Non, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. 300 millions. Je mets dans la tête 300 millions, 15 personnes, c'est plutôt ce qu'on voit. Ouais. Mais vous avez un vraiment accent. C'est vrai que 7 opérateurs, 8 investisseurs, ça dépend. C'est vrai que ça dépend de tous les fonds. Ensuite, vous, c'est vrai que c'est très particulier sur... Enfin, moi, je vous ai souvent vu par rapport à toi, sur l'accompagnement vente, quoi. Ouais, sur l'accompagnement, on dit go-to-market. Donc après, vente, ça peut toucher à tout, tu vois. On accompagne nos fondateurs aussi à construire leurs équipes commerciales, ou justement ne pas les construire. Tu vois, tu parlais de founder-led sales. Jusqu'à du recrutement. Tous ces sujets-là, justement, les éduquer sur le fait qu'il faut pas recruter. Tu vois, le go-to-market touche à tellement de sujets, même des sujets produits, parfois. Tu vois, donc c'est assez large. Après, t'as toujours les mêmes sujets qui reviennent, hein. C'est le customer success, la construction de l'équipe, comment je fais de la discovery, comment je fais de l'outreach, comment je passe de ma traction open source à une traction payante. Honnêtement, c'est quasiment toujours la même chose. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a ce programme un peu peer-to-peer où on a des founders qui vont être plus avancés en mode série B. Qui vont aussi et tes anciens fondateurs, ils sont OK de passer du temps avec tes nouveaux fondateurs? Ouais, après, ils le font pas toutes les semaines, hein. Ouais. Mais tu les mets en contact, ouais. Beaucoup d'entraide. Et je pense que c'est aussi un type de fondateur dans lequel on investit. C'est des fondateurs qui sont partants pour tout ça, pour cet aspect communautaire aussi. Et cet aspect supporter d'autres fondateurs de l'écosystème. Donc c'est aussi c'est un type de founder un peu spécifique. C'est vrai qu'on n'est pas généraliste du tout. Bon, ça te permet, si t'es européen plus ça, au moins t'as une bonne niche grosse niche de... Elle est devenue très grosse, la niche, hein. Ouais. Elle est devenue grosse. Elle est devenue grosse, ouais. Et donc là-dessus, on dit elle est devenue grosse, toi on va parler un peu genre des pays que tu touches. J'ai l'impression que c'est quand même France-Angleterre. Évidemment, tu fais Allemagne et autres, mais j'ai l'impression que aujourd'hui, les gros pays, tu me diras, les gros pays européens sur l'entrepreneuriat startup, c'est Allemagne, France, Angleterre. Ouais. Je dirais que c'est Angleterre premier, Allemagne 2 ou France égalité. Ouais. Comment est perçu... Ça, c'est une vraie question, on n'a pas su... Alors, moi, j'ai un biais contre l'Angleterre. Ouais, dis-moi. Parce qu'en fait, statistiquement, tu regardes, il n'y a pas une seule start-up française qui a réussi son expansion. En fait, tu as beaucoup de France. Aujourd'hui, l'entrepreneur entre 20 et 35 ans, il parle anglais. Il aime bien Londres, un peu comme toi, tu aimais Londres il y a 11 ans. Et en fait, dans sa tête, il se dit, je vais monter ma boîte en France et je vais partir en Angleterre après. Ouais. Le problème, c'est que ça marche pas. Les Anglais, généralement, sont meilleurs en business que les Français. Et en fait, statistiquement, là, ça c'était ce que j'ai dit, c'est du qualitatif. Quantitativement, il n'y a aucune start-up française qui a réussi son expansion à l'international en passant par l'Angleterre. Toutes les start-up françaises qui ont réussi, elles sont parties aux États-Unis et elles sont revenues en Angleterre. Et je pense qu'en fait, c'est la même chose pour les start-up anglaises et allemandes. T'es d'accord? Alors, je suis d'accord. Je pense que... déjà, je pense que... honnêtement, et comme tu disais... Une boîte française qui va essayer de vendre au marché anglais, le marché anglais va pas forcément bien l'accueillir, cette boîte-là. On a des modes de fonctionnement qui sont aussi très différents. Déjà, il y a potentiellement des équipes qui savent un petit peu mieux exécuter en Angleterre, qui vont avoir le même produit ou un petit peu... Tu veux dire tout ce qui est produit les équipes produits sont un peu meilleures en Angleterre? Je dirais qu'il y a une meilleure exécution. Alors pareil, là je dis pas ça, c'est vraiment des grosses généralités. Mais ce que j'ai vu à Londres versus France, tu vois, nous on rencontre quand même pas mal de boîtes en France et je vais dire quelque chose. Parfois, on ne peut pas faire l'investissement parce qu'on se dit, cette boîte-là, elle va cartonner en France, on a du mal à voir comment ils vont bouger aux US. C'est vrai que nous, le step UK, on le skip. Il y a rien de trop controversial quand tu dis, ils exécutent mieux en Angleterre. Je pense que l'avantage de Londres, déjà la ville est beaucoup plus internationale. Ouais. Statistiquement, tu as plus de chances de trouver le meilleur product designer à Londres qu'à Paris. Il n'y a rien d'anti-français. C'est juste... Et même moi, je le voyais, tu veux recruter quelqu'un, naturellement, les product designers parlent anglais, ils vont où? Ils vont à Londres. Il ne va pas à Paris. Il n'y a pas de raison qu'il ira à Paris. 100%. C'est pour ça que c'est très dur. Et c'est vrai que ce step dont tu parles de France, UK, ensuite US, il n'est pas si évident. Et je pense que qu'on peut skipper le step UK
en tant que boîte française et essayer Donc d'aller directement sur le marché. Et donc, qu'est-ce que américain. vous venez faire en France et en Allemagne? Oh là là, bah ouais. Bah déjà, moi, je veux passer du temps en France déjà. Donc, il faut bien que je trouve une raison. Faut aller voir papa. Voilà. Il a toujours sa boutique? Il a plus sa boutique. Il a vendu? Il a vendu. D'accord. Ouais, il a vendu. Non, le marché français, c'est un marché... Alors, je te dis ça aujourd'hui. Il y a 10 ans, c'était pas le cas. Le marché français pour Enterprise B2B SaaS aujourd'hui et toutes les solutions infra, c'est un super marché. Surtout avec ce boom AI qu'on a connu ces dernières années. C'est un énorme marché. Et pourquoi? Parce que est-ce que les entrepreneurs ont plus cette vision internationale dès les premiers jours? Alors, en France, tu veux dire? Ouais. Je dirais non. Hein. Je dirais toujours pas. Ça dépend donc, tu des peux quand secteurs. même gagner de l'argent avec... Ça dépend des secteurs, je trouve. Je trouve qu'il y a des fondateurs qui vont avoir cette vision très internationale from day one, et d'autres fondateurs où tu vois que c'est plus compliqué, c'est moins naturel et ça va poser problème. Et tu vois, on investit pas mal en cyber. Je rencontre aussi pas mal de boîtes cyber en France. J'ai toujours du mal à me dire, mais aussi bonne qu'elle soit, j'ai toujours du mal à me projeter sur une expansion aux US depuis la France en cyber. Je me dis, mais c'est très difficile. Nous, depuis le UK, on l'a fait, on a essayé de le faire, on l'a fait, on s'est planté, c'est super difficile. Je me dis, depuis la France. Donc, cyber, tu regardes pas où? Tu regardes s'il y a un marché européen. On regarde, on veut voir un marché qui est, je vais dire, plus gros que la France. Un pan-européen, quoi. Pan-européen et une volonté, même si en termes d'exécution, il y a toujours 1000 questions, hein, mais une volonté d'aller craquer le marché américain à un moment. Ah, d'accord, ok. Ouais. Donc, vous, c'est pas, c'est soit expansion US Day One. Ouais. Soit c'est... Mais pas Day One, hein. Pas Day One. Parce que, alors je t'embrouille là, hein. Je dis plein de trucs. Non, c'est bien. Moi, j'ai la conviction qu'en fait, il faut partir le premier jour. Ouais. Moi, alors, ça dépend. Je pense que t'as raison. Pour certaines équipes, faut quand même avoir les reins solides pour partir le premier jour. Ce qu'on voit aussi dans notre portefeuille, c'est de consolider ta réputation, ta présence dans ton pays, de façon locale, avant de partir. Mais je pense que la France, c'est pas le bon pays pour ça. Mais le souci, mais je te dis ça... L'Angleterre, pourquoi pas? Je te dis ça avec mon regard... Anglais, ouais. Tu vois, à Londres, il y a de quoi faire. Donc, ce qu'on dit toujours, c'est asseyez-vous à Londres. Non, il y a la chance d'avoir le marché anglo-saxon, l'anglais. Profond. Français, je pense qu'il y a des super équipes en recherche ingénierie. On a des ingénieurs formidables. Ouais. Et qu'en fait, si tu arrives à trouver cet entrepreneur tech qui a envie de vendre et qui a envie de vendre en anglais et en plus sur la côte ouest, jackpot. Et je pense qu'il faut avoir l'air insolite, mais en fait, notre métier, c'est quand même d'avoir un taux d'échec fort, sinon on ne prend pas des risques suffisamment grands. 100%. Et je suis d'accord avec toi sur la France versus l'Angleterre. L'Angleterre, je te la résume à Londres, hein, finalement. En France, on va avoir plus cette volonté de voir que assez très tôt. Il y a ce, tu vois, ils sont un peu démangés par le fait d'aller aux US. Et donc toi, tu te retrouves à faire quoi? Donc c'est quand même, j'ai l'impression qu'on parle vraiment de marchés très différents, des types d'investissements en fait assez différents. Ouais. Comment tu arbitres ça? Parce que t'es pas mieux juste à être à Londres et à trouver tes boîtes internationales? Franchement, oui, ça serait aussi beaucoup plus facile parce que c'est des codes qui sont différents, c'est des marchés qui sont différents, c'est des façons de sourcer qui sont différentes. Tu vois, à Londres, je trouve qu'en France, le gros avantage aussi, c'est que vu que c'est un plus petit marché qui devient assez gros, hein, mais c'est quand même un plus petit marché, c'est plus facile d'avoir un écosystème très resserré. À Londres, je trouve ça beaucoup plus anonymisé, beaucoup plus gros. Je trouve qu'aujourd'hui, en France, l'écosystème AI, il est bien défini. Tu vois, donc tu peux connaître tes experts, etc. À Londres, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus anonymisé. C'est des marchés qui sont complètement différents. Donc en tant que VC aussi. Donc tu préfères quoi? Honnêtement, moi je passe pas mal de temps en France quand même. Hein. Ouais, je passe pas mal de temps en France, mais je vais te dire, j'adore investir dans des boîtes anglaises parce qu'il y a ce côté exécution qui me plaît et je trouve que le mindset anglais va beaucoup plus se rapprocher du mindset américain. Donc c'est ça qui me plaît dans l'investissement de boîtes anglaises et que parfois il me manque ça en France. Et je trouve qu'on l'a de plus en plus. Ouais, on l'a de plus en plus. Et donc t'as déjà investi en France? Ouais. Combien, c'est quoi ton portefeuille? T'as combien? Pas beau petit portefeuille, hein. Petit portefeuille. 2 boîtes en France. 2 boîtes en France. Ouais. Quelles sont les boîtes? 2 boîtes en France. On a investi dans Covery, qui est une plateforme pour automatiser les DevOps. Et on a investi dans Pianote, qui est une boîte en voice AI toute jeune. Et en Angleterre?
Ah bah en Angleterre, c'est 50% de nos investissements, donc c'est beaucoup plus... Et des tiens? Alors les miens, attends, là tu sais quoi, T'en as quoi? T'en as 3, 4? Ouais, j'en ai peut-être 3 en Angleterre. Mais tu sais quoi, en fait, moi, la plupart de mes investissements, finalement, ils sont même peut-être pas en Angleterre, parce que j'en ai en Allemagne, j'en ai... Ouais, un peu partout. Ouais, un peu partout. Et comment... Donc, ouais, c'est très atomisé. C'est très atomisé, donc effectivement, c'est pas évident. C'est pas évident. Comment Et en Israël aussi. En Israël aussi? Ouais. C'est courageux, ça. Ouais. Ah ouais, alors ça, c'est toute une autre histoire, là. Là, on parle de compétition x10, là, non? c'est... Ouais, mais là, c'est... Tu cherches même pas à voir tous les deals. T'es hyper opportuniste, t'essayes de t'infiltrer dans des deals que tes amis te présentent, etc. Mais là, c'est complètement différent. Mais c'est vrai que ça rend le job, effectivement, beaucoup plus compliqué parce qu'à chaque fois, ton mindset, tu dois l'adapter à la géographie, quoi. Donc, c'est... Là, nous on fait que la France. Enfin, on a déjà fait un investissement à Londres. Ouais. C'est vrai qu'on se dit, si on commence à essayer de faire d'autres géographies, on risque de se retrouver avec les mauvais dossiers. Ouais. Mais toi, du coup... vous êtes quand même plus haut. Ouais. Quand t'as fait son investissement à Londres, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé du marché anglais? T'as dit que t'avais des gros biais. Ah non, en fait, là, tu sais quoi, c'est 2 entrepreneurs français qui hésitaient entre la France et Londres. Et à la fin, c'était une fintech et ils ont préféré Londres. Ouais. Non, Londres, moi, j'oserais pas. Ouais. Tu vois, j'oserais pas. Pourquoi, du coup? J'oserais pas. Ouais. Parce que je pense que j'aurais les mauvais dossiers. Ou en tout cas, à moins que tu m'appelles et que tu me dises, il y a de la place pour toi, mais tu m'appelleras pas pour dire qu'il y a de la place que les bons dossiers. C'est super dur. Honnêtement, c'est difficile. Ouais. C'est quoi la perception Donc là, évidemment, vous investissez en France. C'est quoi la perception du fonds anglais, du bon fonds anglais, qui investit pas forcément en France, du marché français et des startups françaises? Est-ce qu'on pourrait... En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a des startups. Est-ce que ça vaut le coup d'aller voir des fonds anglais qui n'ont jamais investi en France? Ah ouais. Ah bah ouais, on a les meilleurs talents techniques. On a des super talents techniques. Non, mais est-ce que les fonds anglais sont ouverts? Ouais, les fonds le savent. Mais attends, t'as vu aussi... Les fonds anglais savent. En fait, ils voient pas la France comme ce pays un peu communiste. Alors, je pense qu'il y a 2 choses. Je pense que c'est assez reconnu que le talent technique en France est state of the art, c'est super talent. Grosse question sur l'exécution. On en revient toujours sur l'exécution. Et donc, les profils business qui sont... les grèves, les... Ouais, tu vois. Donc, c'est très... Non, mais généralise, voilà. Mais en fait, plus lent. D'accord. Plus lent, mais... le process de décision qui va être plus lent, on tergiverse un petit peu, on n'est pas pragmatique. Donc le fonds anglais, il a conscience. Moi, je pense à ça parce que j'ai ce recul d'avoir passé autant de temps aux États-Unis où vraiment les Américains voient les Français comme... pays lointains, semi-soviétiques, ils y toucheraient pas. Ouais. D'ailleurs, ils y touchent pas beaucoup. Ouais, mais tu vois, ils ont quand même tous débarqué, enfin, beaucoup ont débarqué en France. Mais ils ont beaucoup débarqué en France. Et là, tu dis, les Anglais, ils ont aussi cette appréciation de ce que la France fait de mieux aujourd'hui, c'est ce côté scientifique, ingénieur, technique. Mais si tu arrives à leur montrer qu'en fait, tu vas pouvoir exécuter, c'est marrant, tu me fais penser à une société dans laquelle on a investi. En fait, le CTO, il est à Dublin, le CEO, il est à New York. Et l'équipe recherche, on va dire, initialement, était à Paris, quoi. Ouais. Et en fait, ils ont réussi à convaincre des fonds américains, un fonds anglais. Ouais. Et maintenant, je comprends un peu mieux, en fait, que ça, en fait, d'accord, ça peut parler. Ça, c'est une vraie force qu'on a en France, c'est cette profondeur technique que peu de pays ont, en tout cas en Europe. C'est des profils techniques qui sont et est-ce qu'ils voient ça comme il y a moins, au niveau des valos même, est-ce que aujourd'hui, moi je trouve que les deals en France c'est des valos entre 5 et 10 sur du style où il n'y a pas grand chose. En Angleterre on est sur les mêmes valos ou... Non, on est plus haut, il y a plus de compétition. Donc le seed il est quoi, c'est une levée de 3 millions sur une valo de 15. Ouais, voilà, on va être autour de... Et tu vois, ce qu'on voit aussi de plus en plus, c'est parfois des levées de 5 à 25 postes. Tu vois, avec peut-être 100 cas de RR, si le profil est hot. Ouais, mais ça, en France, on les a aussi, ceux-là. Bon, même bien plus. Mais je te parle pas d'un énorme profil, je te parle d'un bon profil. Ouais, ok. Bon profil. Il va lever 5 à une valo de 20 près ou 25 près 5-25 postes, je dirais. Enfin, c'est un peu le truc un peu classique qu'on voit en ce moment. C'est dur, ça. Des bonnes équipes. Ça, tu dis, je suis content de regarder un peu la France où il y a encore des gens... Ouais, après la France c'est très polarisé. Tu vois, tu vas voir ces plus petits rounds dont tu parles et t'as aussi tous ces méga rounds que nous pour le coup on touche pas. Chez Crane vous les touchez pas. Non. Et toi dans ce cas-là, en fait, quand tu vois l'Angleterre qui se chauffe un peu, tu dis je vais regarder la France. Ouais.
Comment toi, tu trouves que tu es vu par les entrepreneurs français? Moi, j'ai ma réponse à la question, mais je vais te laisser répondre. Je suis curieux de voir comment tu as été reçue. Bon, évidemment, tu es française, mais... C'est une bonne question. Alors déjà, je pense que être français, dans l'environnement français, c'est primordial. Hein. Je pense que c'est très difficile de craquer un marché si t'es pas français en France. Je te parle même pas de vivre en France, je te parle de parler français. Je vais pas te dire d'être français, en fait, je dis de parler français. Je pense que c'est super important. Axel Index, ils ont des gens qui parlent français. Ouais. Ils parlent français. Donc j'ai l'impression que ça, c'est important. Après, je te dis ça, peut-être je me plante complètement. Ouais, t'avais Candice chez Axel, tu vois, ouais, c'est quand même Martin toujours des profils qui sont peut-être même pas forcément français parfois, mais au moins ils parlent français. Ça casse une barrière. Comment j'ai été reçue par les fondateurs? Je pense que... Je pense qu'en VC, c'est marrant parce qu'il y a le fond et ta personne. Je pense que la façon dont... Alors, honnêtement, je n'ai pas la réponse à ta question, mais ce que je peux te dire, c'est qu'en France, ce que les fondateurs apprécient, c'est ce côté très opérationnel de Crane. Ce que je peux apporter, mais de Crane. De toi et de Crane. De Crane et cette fenêtre sur l'Europe. De dire, mais là, justement, la France, c'est un tout petit marché. On va vous aider à aller bien au-delà de la France. Parce qu'on a cette fenêtre sur l'Europe et aussi sur les US. Donc, je pense que c'est... Vous avez un bureau aux US? On n'a pas de bureau. Mais vous avez des boîtes qui sont parties là-bas, comme Tessian. Anil vient de New York, ouais. Ouais, il y a pas mal de boîtes aux US. Ouais, d'accord. Et donc, moi, je trouve que les Français... Et donc, en fait, tu vas te battre... J'invente, on va pas se battre, mais t'as une term sheet contre un fonds français premier rang. Ouais. Tu trouves que t'as plus de facilité pas forcément à gagner, mais en tout cas à intéresser le fondateur? Franchement, ça dépend du fondateur. Alors là, pas forcément. Hein. Pas forcément du tout. En général, ce que je peux te dire, mais ça vaut pour la France, mais pas que, on va jamais gagner sur les valos, déjà. Parce qu'on n'est pas le fonds le plus agressif. Ouais. On est fair et on veut aussi set up la boîte pour du succès. On trouve que des grosses valos, dès le début, ça peut être compliqué à gérer pour le futur si tu deliver pour les fondateurs. Honnêtement, honnêtement, c'est l'humain. Donc, je te dis, en fait, je peux pas te donner une réponse à cette question. Si les fondateurs, ils considèrent Crane, moi-même, etc., comme des personnes avec qui ils veulent bosser pendant des années, parce que c'est quand même un gros commitment, on va être bien positionné. Si c'est pas le cas, non. Je pense que c'est toujours sur le point humain et accompagnement et alignement de la vision qu'on gagne nos deals finalement en fait. Ouais. Bon, évidemment, l'avantage d'être à Londres, je pense que ça joue. Ouais. Mais c'est pas ça qui fait tout. Je pense c'est pas ça qui fait tout, ouais. Non, évidemment. Je pense que l'entrepreneur français va préférer avoir un fonds international dans son tour, parce qu'aujourd'hui, ça veut vraiment dire quelque chose, qu'avoir 3 fonds français. Oui. Et donc là, c'est ton avantage au-delà de ce que tu peux offrir. Ouais. Et vous, dans vos tours, il y a quelqu'un, là, je parlais avec quelqu'un de chez Fly qui me disait aujourd'hui, les collaborations, c'est mort. Les fonds en Europe ont besoin de déployer, ont levé des gros fonds. Et donc, en fait, il n'y a plus de collaboration. Ça veut dire qu'il y a un tour de 2 à 3 millions. J'ai cette conviction et je mets tout le tour. Vous fonctionnez comme ça? Parfois, oui. Et en fait, ça va dépendre de la taille du tour. Donc, exactement ce que Fly t'a dit. Petit tour, compliqué. Petit tour, compliqué. Donc, parfois, on va prendre tout le tour. Plus gros tour, on peut être à plusieurs... tu vois, là, plus gros tour, c'est quoi? C'est 5 millions? 5 millions. On peut se dire, on laisse 5 millions pour les angels et on met 2 chacun. Et on arrive à notre ownership minimum. Et tu vois, pour les deals qui sont hors UK, on trouve aussi ça important d'avoir un fonds local, bosser avec des fonds locaux. Ouais, d'accord. Ouais. C'est là où nous, on a réussi chez OVNI, à chaque fois, on a co-investi avec des fonds. Ouais. Souvent, les gens disent, mais si vous avez des convictions, vous n'avez pas besoin des autres. Et en fait, on est trop petit, on est en train de grossir. Et souvent, c'est vrai que ces fonds internationaux qui ont investi avec nous, ils avaient besoin de cette carte un peu locale qui allait faire le stamp local. Ouais, c'est important. C'est aussi, tu vois, les fondateurs, c'est un métier qui est tellement solitaire, c'est un métier qui est tellement difficile. On trouve que c'est important qu'ils aient du support, tu vois, au quotidien, près d'eux. Donc ça, on est très flex. Et tu vois, je te parlais d'Israël. En Israël, au contraire, on veut investir vraiment, on veut co-lead, alors que notre stratégie, c'est plutôt de l'idée. Ouais, en Israël, en Israël, il n'y a pas de place non plus. Mais il n'y a pas de place non plus, tu vois. Ouais. J'ai une dernière question pour toi. Ouais. Avec le Brexit, tu l'as vu, tu l'as vécu. Ouais.
t'as vécu l'impact sur peut-être la société et sur ton métier. Est-ce que l'impact est si fort? Est-ce que t'as envie de rentrer en France? Écoute, moi, je viens d'acheter une nouvelle maison à Londres, donc là, je vais rester à Londres pendant un moment. Honnêtement, énorme impact. Hein. Tu vois, je suis arrivée à Londres il y a 11 ans. C'était beaucoup plus... À l'époque, on parlait un petit peu d'Eldorado. Tout le monde voulait aller à Londres. Tu vois, quand tu finissais tes études, c'était sympa d'aller à Londres, ça bougeait, il y avait plein d'opportunités. Je pense que, et je le vois aujourd'hui d'ailleurs dans les yeux d'autres personnes quand je dis que je vis à Londres, il y a plus le rêve. Hein. Il y a plus le rêve, je pense que c'est... Mais pour autant, il y a des bons profils. Ouais. Mais je pense que technique. Tu vois, la qualité de vie, c'est aussi un peu dégradé. Hein. C'est le coût de la vie a augmenté. La qualité de vie, c'est un peu dégradé. Non, il y a une tonne d'inflation. C'est le pound, c'est plus ce que c'était, tu vois. Avant, quand j'allais en Europe, c'était complètement différent. Donc, c'est plusieurs vies à Londres que j'ai eues en l'espace de 11 ans. Donc, aujourd'hui, pas de plan de rentrée. Je pense qu'à terme, oui, mais après le terme, je sais pas quand il sera. Mais après, moi, la France, c'est pour ça que j'y passe du temps. Donc toi, pas un impact suffisamment fort pour te faire rentrer. Et au niveau de la tech, il n'y a pas d'impact. Il se passe encore tellement de choses. Ouais. Donc pour le coup, ça en VC, on ne voit pas l'impact. Et comme je te disais, les valos sont toujours assez hautes. Après, il y a eu une normalisation. Tu vois, en 2021, c'était... Ouais, mais comme tous les pays européens. Voilà. Okay. Il y a eu cette normalisation. Mais c'est vrai que je vais te dire, peut-être en conclusion sur Londres, c'est pas allé forcément dans le bon sens en termes de ce que j'ai vu en 11 ans. Mais ça reste quand même... Ça reste la capitale. Super... Ouais, et pour les fondateurs aussi, pour construire leur boîte, ça reste une super ville. Mais c'est pas une ville qui est facile, hein. Non, j'imagine. Moi, j'ai fait 1 an et demi là-bas et je t'avoue. À Londres? Ouais, 1 an et demi. Ouais. J'ai étudié là-bas. C'était quand? Attends, c'était en quelle année? Juste avant ton arrivée, 2012-2014. Ouais, c'était les belles années. J'ai un bon souvenir de Londres, mais j'avais pas envie d'y habiter. Ouais. Bon, chacun c'est... Donc du coup, Paris. Non, je suis parti... du coup, c'était aux US. Aux US, ouais. Je suis rentré aux US. Je suis tout de suite rentré, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Écoute, Morgane, merci beaucoup. On a passé 52 minutes à comprendre un peu mieux ton parcours, le marché anglais. J'espère que vous avez aimé. Et si vous avez un bon dossier, on le rappelle. Hein. Crane, ça veut dire quoi? C'est grue? Alors, c'est grue, mais pas la grue. L'outil, l'oiseau. Ah, c'est un oiseau. Je savais même pas. C'est surprenant, Crane, mais moi non oiseau. plus. Et en fait, moi, je me disais, crane, ok, tu liftes, tu vois, tu soulèves, tu déplaces des choses, t'as des founders, tu vois. Non, en fait, crane, elle se déplace en groupe. Et elle, tu vois, elle vole, elle s'envole. Et nous, on est tous nos founders, c'est beau, ça. Voilà, c'est notre groupe de grues, quoi. Mais grue en français, ça le fait pas, tu vois. Ouais. Grue capitale, je sais pas. Bon, en tout cas, si vous êtes un entrepreneur en France avec un dossier très tech et vous avez besoin vous êtes prêt à vendre, ou à apprendre à vendre, contactez Morgane. Ouais, merci super. beaucoup. Merci beaucoup à toi. Ciao. Salut.